je vais vous présenter la recherche dans ce domaine qui est faite au 15-20 et ce que l'on peut en attendre pour au moins mieux comprendre la maladie, si ce n'est éventuellement un jour mieux la soigner. Donc là, vous avez une image tout à fait caractéristique de ce qu'est une occlusion veineuse, comme vous l'a présenté le docteur Girmas. Donc vous avez ces hémorragies ici qui attirent l'œil, mais là où ça se passe, c'est très précisément ici. Vous avez une artère ici, et elle croise une veine, ce qui est normal. Vous avez un croisement ici, un croisement là, et un autre croisement ici. Mais à ce croisement-là, pour une raison qui reste mystérieuse, la veine n'arrive plus à passer le flux sanguin. Ce qui fait que ce que l'on voit là, c'est la conséquence de l'arrivée du sang par l'artère, mais de son encombrement, l'embouteillage en quelque sorte dans le secteur veineux qui dépend de l'unique veine qui devrait drainer ce sang. Et le sang ne peut pas ou est mal drainé par les veines voisines. Et donc, ce ne serait pas très grave pour la vision si malheureusement la fovea, le centre de la vision, n'était pas impliqué dans ce trouble de la circulation. Et il faut bien avouer que malgré tous nos efforts, on ne comprend toujours pas ce qui se passe ici. On commence à mieux comprendre ce qui se passe ailleurs et pourquoi la vision peut éventuellement être atteinte par La diffusion en direct est en cours. Mais l'origine du problème n'est toujours pas vraiment élucidée. On peut faire beaucoup d'imagerie chez les patients, mais ça ne donne toujours pas la raison pour laquelle la veine ici a un diamètre considérablement rétréci. On sait que c'est en rapport avec la présence de l'artère, mais on n'en sait guère plus. Et ce qui est étonnant, c'est que certains patients comme celui-ci, vous voyez, a déjà une anomalie de la veine très réduite en taille. Donc, on pourrait se dire que ça ne circule pas bien. Certes, ça ne circule pas bien, mais ça circule suffisamment bien, en tout cas, pour ne pas qu'il y ait de symptômes. Mais un jour, une semaine, un mois, 10 ans plus tard, tout d'un coup, apparaît un tableau d'occlusion veineuse. Et on ne comprend pas bien, ce qui fait que quelque chose qui semble bien toléré pendant des années, un jour devient une vraie occlusion veineuse. Parce que là, à gauche, il n'y a aucune gêne visuelle, et là, à droite, il peut y avoir une gêne visuelle sévère. Et on a multiplié les technologies d'imagerie pour tenter de comprendre quel était le phénomène ici à l'origine de cette interaction entre l'artère et la veine. Le fameux signe du croisement, c'est lorsqu'il y a justement une veine qui est déformée, qui est altéré au moment de son passage au-dessus de l'artère. On a longtemps cru que c'était un écrasement de l'artère, écrasement de la veine par l'artère, mais il n'y a pas de phénomène d'écrasement. Ce n'est pas le poids de l'artère qui écrase la veine, c'est autre chose, probablement des cellules qui colonisent l'entourage de la veine, mais pour l'instant, on n'en a pas la démonstration formelle. Ce que l'on sait en revanche, c'est mieux comprendre tout ce qui se passe dans le territoire ici, en amont de l'occlusion, donc là où le sang stagne. Vous avez vu du sang tout à l'heure, mais on voit aussi que les vaisseaux sont dilatés, anormaux, parce que c'est une situation qui peut durer des semaines, des mois, voire des années. Et donc, les vaisseaux réagissent. Les vaisseaux sont des structures biologiques, bien entendu, et donc elles réagissent aux conditions anormales de circulation en développant tout un chapelet d'anomalies dont vous a parlé Jean-François Girmas, en particulier les fameuses TELCAPS. Mais revenons un peu aux questions de base que l'on s'est posées au début de ces recherches. C'est des questions toutes simples. Qu'est-ce qui se passe avant que survienne l'occlusion veineuse? Qu'est-ce qui se passe pendant une occlusion veineuse? Qu'est-ce qui se passe après l'occlusion veineuse? Et ça nous a amené assez loin parce qu'on a même dû tenter de mieux comprendre ce qui se passait dans la rétine normale. Parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne sait pas vraiment comment le sang circule à l'intérieur de la rétine. On a beaucoup progressé, mais il reste encore des choses à mieux comprendre. Par exemple, ici, vous avez un bestiaire dessin des vaisseaux de la rétine, tous plus riches d'informations les uns que les autres, mais qui ne permet pas vraiment de comprendre comment est organisée la circulation en 3 dimensions. On a été parmi les premiers, et ça j'en suis assez fier, à commencer à rationaliser la circulation dans les veines, montrant qu'il y avait une circulation du haut vers le bas et le retour. Donc il y a une organisation, ça n'est pas un enchevêtrement de vaisseaux, il y a une organisation assez rigoureuse que l'on met en évidence au fil des progrès de la technologie. Donc on a commencé par étudier un petit œil plus simple qui est l'œil de souris, puis ensuite l'œil de cochon un peu plus gros, et on arrive maintenant à étudier l'œil humain qui présente d'autres niveaux de complexité. Mais globalement, un schéma se dégage qui permet de comprendre ce qui se passe quand une occlusion veineuse survient. Alors, on a fait des occlusions veineuses chez les souris, comme vous voyez en haut à gauche, un impact de laser
permet de reproduire certaines des anomalies qu'on retrouve chez l'homme. Donc, on peut faire des angiographies. Là, vous avez ici l'impact du laser. On peut faire des photographies, on peut faire des angiographies. Vous avez l'impact du laser qui est ici. Et on va donc observer comment les vaisseaux se modifient lorsqu'on a fait l'impact de laser. Alors, heureusement ou malheureusement, la souris s'en remet très bien. Lorsqu'on bouche une veine, ça ne semble avoir aucun effet à long terme et la rétine ne s'en porte pas plus mal. Et il y a de magnifiques vaisseaux collatéraux qui se développent, comme vous voyez ici, ces vaisseaux tortueux qui vont faire un court-circuit, qui vont emmener ce sang veineux-là sur l'autre veine, et la circulation va se retrouver complètement rétablie. Tant mieux pour la souris, mais ça ne nous fait pas tellement avancer sur l'origine des dégâts dans la rétine humaine. Donc on a un peu abandonné cette piste, on y reviendra peut-être, mais pour l'instant, on se concentre plutôt sur savoir comprendre directement ce qui se passe chez l'homme. Mais ça nous a quand même permis de comprendre comment la circulation se réorganisait dans la rétine. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, ici la circulation normale depuis une artériole vers le réseau profond et puis le retour vers les vénules, et bien lorsqu'on bouche une veine, on bouche par exemple la veine qui est ici, le flux va être réorganisé et repasser dans le réseau profond vers une veine de voisinage. Et c'est là que vont se développer les fameuses collatérales que je montrais tout à l'heure. Donc déjà, premier point, on sait comment se réorganise le réseau vasculaire à la suite d'une occlusion veineuse. Et donc les collatérales que vous observez ici, maintenant on sait qu'elles sont situées au niveau profond. C'est le réseau profond de la rétine qui développe ces collatérales. Voilà, c'est déjà le premier point. On peut rationaliser un peu maintenant, comprendre les rationalités derrière la logique derrière les anomalies vasculaires. On ne comprend ceci pas encore tout. Par exemple, on a dans certains cas des occlusions vasculaires qui se développent. Là, c'est pas encore très clair. La raison n'en est pas encore très claire. On a quelques pistes, mais pour l'instant, on a du mal à comprendre pourquoi certains vaisseaux se bouchent, bien qu'on ait quelques idées à ce sujet. Alors, pour explorer l'occlusion veineuse chez l'humain, on utilise des systèmes d'imagerie, tous plus sophistiqués les uns que les autres. Certains sont des prototypes qu'on a nous-mêmes mis au point, comme ici le laser Doppler holographique, premier appareil au monde qui permet de mesurer le flux sanguin. Et donc, la combinaison de tous ces systèmes d'imagerie, qui sont des systèmes bien supportés, c'est un peu de lumière infrarouge, ça dure, certes, ça peut durer plusieurs minutes, mais en tout cas, c'est extrêmement bien toléré. Et ça offre des précieux renseignements sur la façon dont les occlusions veineuses surviennent et comment elles font, comment les vaisseaux se remodèlent pour se réorganiser suite à l'occlusion veineuse et comment les neurones eux-mêmes supportent la chose. Donc nous avons un véritable laboratoire d'imagerie dont je suis fier de pouvoir dire que c'est sans doute la plateforme la plus en pointe dans ce domaine. On ne s'intéresse pas que à l'occlusion veineuse, il y a plusieurs autres maladies qui sont concernées, mais l'occlusion veineuse est une de nos priorités, si ce n'est la priorité. Et ça nous a permis de faire quoi? Déjà, ça nous a permis de comprendre les différents aspects cliniques des occlusions veineuses, qui sont très variés. Et on a identifié ce tableau-ci, qui est une forme d'occlusion veineuse brutale, qui survient en quelques secondes et qui se traduit par ces taches blanches que vous voyez dans le fond d'œil, ce qu'on a appelé le type A, par opposition à la forme la plus commune qu'on appelle le type B, qui est d'évolution un peu plus lente. Et donc avec des possibilités thérapeutiques légèrement différentes. Et donc ça permet déjà, encore une fois, dans ce désordre apparent des occlusions veineuses, de commencer à mettre un peu d'ordre en identifiant des sous-groupes, des sous-types. Et ces deux types d'occlusions veineuses, cependant, malheureusement, peuvent aussi se compliquer de tout ce dont a parlé Jean-François, la non-perfusion, l'œdème maculaire. Voilà, donc ça n'est pas, certes bien que ces formes-là se guérissent souvent spontanément, c'est hélas pas une règle, et on peut quand même avoir des formes graves, des évolutions graves dans des formes qui paraissent malheureusement bénignes. Le contraire, cependant, est aussi vrai. Certaines formes qui ont l'apparence grave peuvent guérir comme par miracle. Probablement que l'origine de l'occlusion veineuse située dans le nerf optique, on n'en connaît pas l'origine, on n'en connaît pas la région pour laquelle ça disparaît, mais c'est sans doute un phénomène assez dynamique. Et chez certains patients, l'occlusion veineuse peut guérir complètement. Bien, donc revenons à ce qui nous a intéressé dans un premier temps, c'était l'origine de ces occlusions veineuses. On sait que c'est lié au fait que l'artère croise la veine et qu'il y a quelque chose qui se produit entre les deux. Mais cela fait longtemps, vous voyez, un chercheur s'y est intéressé il y a déjà 60 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais sans vraiment réussir à comprendre quelle était la nature de cette interaction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un écrasement de l'artère par la veine, c'est autre chose. Et c'est cette autre chose qui nécessite des moyens techniques particuliers, comme ceux que je vous ai montrés, pour progresser.
Et donc, le premier système dont je vais parler, c'est une caméra qui utilise une technique appelée l'optique adaptative. Pour ceux et celles qui connaissent l'astronomie, l'optique adaptative, c'est un système qui permet d'améliorer la résolution des télescopes parce que ça corrige les aberrations optiques. Et ces aberrations optiques sont également présentes dans l'œil, et donc le même système permet également de corriger les anomalies, les aberrations des images du fond d'œil, et permet d'observer des structures nouvelles comme la paroi des artères. Parce que quand on observe une artère, on ne voit pas l'artère, on voit juste les globules rouges. Et avec ces caméras, on peut observer quelque chose, la paroi artérielle. Donc, on s'est demandé, peut-être qu'on va pouvoir démontrer qu'il y a bien un écrasement de l'artère par la veine. Donc, on a regardé des patients qui avaient ce fameux croisement artério-veineux. Vous avez un exemple ici. Donc, vous voyez ici cette artère-là, la veine là, et la veine est effectivement rétrécie. Et donc, vous voyez ici une autre veine bien rétrécie à côté d'une artère. Et on regarde la paroi de cette artère, on s'aperçoit qu'elle ne touche pas la veine, elle n'est pas épaissie, elle paraît strictement normale. Et donc, on a pu exclure, a priori, qu'il y a un écrasement de la veine. Parfois, il n'y a même pas de contact physique entre l'artère et la veine qui soit décelable. Donc, ce n'est pas une action physique d'écrasement. C'est autre chose, une action sans doute biologique. On ne peut pas voir, évidemment, le phénomène biologique avec l'optique adaptative. Mais on peut déjà fermer une porte, ce n'est pas un écrasement. Et donc, on doit recourir à d'autres moyens techniques, l'histologie en particulier, mais c'est difficile, ce n'est pas faisable, évidemment, chez les patients. On s'est intéressé à l'exploration également du nerf optique en utilisant le fameux laser Doppler, l'homographie Doppler, dont je parlais tout à l'heure, la technique d'analyse du fond d'œil qu'on a mise au point et qui permet d'analyser avec une extraordinaire finesse la circulation d'où viennent les artères et veines de la rétine. Donc la veine centrale de la rétine qui est ici figurée en bleu et l'artère centrale de la rétine en rouge, avec une précision en 3 dimensions et une mesure des flux qui est extrêmement précise. Malheureusement, ça ne donne toujours pas l'explication de l'origine du problème. Ça permet d'étudier les conséquences sur le flux sanguin, mais on est toujours à la recherche de la cause elle-même du problème. Alors, on a quelques pistes pour ça. Alors, ça, voilà, ça, c'est quelques images de laser Doppler chez les patients qui sont affectés par une occlusion veineuse. Ce que l'on voit, c'est que le flux sanguin est extrêmement diminué. Dès qu'il y a un début d'occlusion veineuse, vous avez un flux sanguin qui est considérablement diminué, et expliquant bien sûr les symptômes et les complications qui en font suite. Mais c'est un travail qui est toujours en cours. Vous avez également vu avec la présentation de Jean-François Germas l'autre travail qu'on mène et qui, lui, a abouti à certains succès thérapeutiques, c'est les fameux macroanévrismes. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, mais sachez que ça va devenir un standard de traitement des œdèmes maculaires, non seulement dans l'occlusion veineuse, mais également dans la rétinopathie diabétique. Parce que la rétinose diabétique peut aussi faire des complications qui ressemblent beaucoup à celles des occlusions veineuses. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené depuis plusieurs années, maintenant reconnu internationalement avec des articles nombreux dans la littérature scientifique, et nous sommes plutôt au stade de tenter de comprendre comment améliorer le laser. On a une étude clinique là qui se termine dans les jours qui viennent dans ces jours-ci, et donc on aura des meilleures indications sur comment faire ce traitement et à qui le proposer en priorité. Donc ça, c'est un travail toujours en cours, mais on cherche surtout à se projeter dans l'avenir pour traiter aussi des patients qui ne présentent pas de tels CAPS, comment les améliorer ces patients. Donc voilà quelques images d'histologie. Donc ce sont des yeux de patients décédés, bien entendu, que l'on peut examiner au microscope et observer donc tout ce qui concerne les anomalies vasculaires de ces patients. Et on s'aperçoit de certains phénomènes assez curieux. Donc là, ici, vous voyez l'œil, donc l'œil de patient qui a été retiré, donc un donneur d'œil. Et on va ici retrouver le fameux nerf optique, les vaisseaux, et la zone ici qu'on va examiner par microscopie, la microscopie confocale pour ceux qui connaissent. Et donc, on va faire un marquage des vaisseaux avec des anticorps. Et ici, vous retrouvez la fameuse fovea. Et ce patient avait une occlusion veineuse, ça se traduisait par toutes ces anomalies vasculaires. Il avait même un tel CAPS qui est quelque part enfoui ici. Voilà, il y avait un tel CAPS qu'on voit là. C'est la première fois qu'on observe au microscope un tel CAPS. Et ce qui était un peu étonnant, ce qui a attiré notre attention, c'est que ici, vous avez la rétine qui n'est pas atteinte par l'occlusion veineuse. Et ici, vous avez la rétine qui est atteinte par l'occlusion veineuse.
il y a une chose qui nous a frappé, même qu'on n'a pas remarqué tout à fait au début, mais c'est qu'il y a plus de vaisseaux visibles dans la zone atteinte ici que dans la zone qui n'est pas atteinte par l'occlusion veineuse. Et ça nous a beaucoup intrigués et on pense que ça peut donner une explication à la raison pour laquelle les vaisseaux se bouchent. Donc la recherche avance aussi dans ce domaine-là, mais on a besoin de données supplémentaires pour confirmer ce phénomène. Et d'ailleurs, c'est un travail qui est en cours grâce au soutien particulier de l'association. Donc ça, ce sont quelques images du Telcaps, je passe ça. Voilà. Et donc, ça c'est un autre aspect du travail qui est très prometteur, mais hélas, on bute sur une difficulté qui est que il est difficile de voir à l'intérieur du nerf optique. Il est même carrément impossible chez les patients de voir à l'intérieur du nerf optique. Parce que il serait pourtant intéressant d'observer les veines à l'intérieur du nerf optique parce qu'on cherche à identifier si certains cas ne sont pas liés à un rétrécissement de la veine, comme vous voyez ici. Là, vous avez la veine, ici, donc c'est le nerf optique. Vous avez les vaisseaux qui se dirigent vers le nerf optique. Vous voyez leur calibre ici, et là, vous voyez une veine, et elle a réduit son calibre. Et on pense que ça, c'est sans doute le phénomène lui-même à l'origine de l'occlusion veineuse, en tout cas pour ce cas-là. Comme si la veine elle-même se bouchait, donc un spasme veineux, parce que les veines sont entourées de muscles. Ces muscles peuvent se contracter, et on peut se demander si la cause de cette occlusion veineuse, ce n'est pas justement la veine elle-même qui, pour une raison X, se contracte, entraîne l'occlusion veineuse. Une des meilleures indications, c'est que là, vous avez, pendant l'occlusion veineuse, un rétrécissement du calibre veineux, et quand l'occlusion veineuse a guéri, la veine se redilate, comme si elle avait fait... elle se redilatait, le processus de vasoconstriction étant achevé, s'étant éteint de lui-même, parce qu'il n'y a pas eu de traitement particulier. Ben, il y a un rétablissement de la circulation veineuse. C'est des observations très étonnantes, mais même si elles sont peu nombreuses, elles sont peut-être indiquent une piste pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du nerf optique. Et je soupçonne que c'est à l'intérieur du nerf optique se passait la même chose. Voilà une autre illustration ici. Lors de l'occlusion veineuse, vous avez la veine qui a rétréci, alors que les veines sont gonflées pendant l'occlusion veineuse, sauf à cet endroit-là. Et donc ça, c'est peut-être l'illustration du phénomène qui, à lui tout seul, peut expliquer l'intégralité du tableau d'occlusion veineuse. Oui, donc voilà ce qu'on pourrait faire et ce qu'on va faire maintenant de plus en plus, c'est de l'histologie en 3 dimensions. C'est la seule technique qui permet raisonnablement d'observer le trajet des vaisseaux dans leur intégralité sans faire de coupe de tissu. Pour ceux qui connaissent l'histologie, c'est traditionnellement on sectionne le tissu en fines lamelles. Mais alors, le reconstituer en 3 dimensions est un travail extrêmement pénible. On dispose maintenant d'une technologie qui permet de faire de la même chose, mais sans couper le tissu, utilisant ce qu'on appelle la transparisation. Et là, on va pouvoir enfin commencer à observer ici dans un nerf optique, la veine et l'artère à côté de celle-ci. Donc ça mesure environ 2 cm, avec les vaisseaux à côté. Donc c'est toutes ces traces rouges que vous voyez là, c'est les vaisseaux connectés à ces vaisseaux qu'on appelle centraux. Et c'est là, quelque part, que se produit l'occlusion veineuse. Et on aimerait bien identifier l'interaction entre l'artère et la veine qui se produit dans le nerf optique pour expliquer ces occlusions veineuses. On aura fait un grand pas en avant. Ensuite, bien sûr, il faudra trouver comment bloquer ce phénomène, soit pour la prévention, soit pour le traitement. Mais c'est une autre histoire. Et donc, grâce à l'association Occlusion Veineuse, on a pu financer les travaux qui ont été faits chez la souris et nous avons la chance de bénéficier de leur aide pour obtenir des yeux, parce qu'il y a des banques d'yeux qui, après le décès d'un patient donneur volontaire, on peut donner son corps à la science, et on peut donc récupérer des yeux pour faire ces analyses et qui sont extrêmement précieuses pour comprendre l'origine de la maladie. Et tout ça est bien sûr un travail d'équipe. Ceux qui travaillent réellement, certains sont mentionnés là. Il n'y a pas Marie Darche qui s'occupe de l'histologie, donc cette diapositive n'est pas tout à fait à jour, j'en suis désolé. Mais vous voyez que c'est un travail d'équipe multidisciplinaire, des médecins, des physiciens, des biologistes, des orthoptistes, de personnel administratif. Et tout ça nous permet de faire des progrès que je pense qui sont assez uniques, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui s'intéressent vraiment aux phénomènes fondamentaux dans les occlusions veineuses. Et je suis optimiste quant aux progrès futurs.